Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 34 cette semaine. Je sais quel numéro on est, puisque j'ai révisé bien entendu. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, mais en fait c'est ton âge aussi 34, tu peux le dire. Voilà. Mais C'est oui. vrai que j'ai Joyeux pris un an anniversaire. de plus, merci Eh oui. beaucoup. Entre deux épisodes Oh là là, joyeux anniversaire. La magie du non-direct, merci C'est à beau, tous, bien c'est entendu. Voilà, je suis ton cadeau ce soir. Voilà, Oh, et quelque avec part, une émission. Je prends. Oh là là. Moi, un cadeau comme ça, écoutez... Un cadeau hebdo, hein, mais voilà, ouais. je vais redoubler d'efforts cette semaine. Qu'est-ce que c'est que Pop News? Pop News, c'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'actualité pop culturelle? Et beaucoup de choses, avec le Super Bowl notamment, avec des trailers en veux-tu en voilà, mais surtout, beaucoup d'actualités. On va faire le point dans les brèves là-dessus. On a le point box-office d'Adrien, bien entendu. Un gros sujet autour de Deadpool 3. Est-ce que Deadpool 3 a vraiment les épaules pour être le sauvetage, le sauveur, finalement, Le Messie. du MCU, le Messie, le Marvel Jesus du Marvel Cinematic Universe? On va en discuter tout à l'heure avec Adrien. Ensuite, je vous ferai mon radar des sorties de la semaine. Et enfin, deux petites recos avant de clôturer cette magnifique émission qui vous attend. On commence sans plus attendre avec un petit rappel quand même. Les étoiles sur les applications de podcast, c'est évidemment le meilleur moyen de nous faire percer, hein, n'est-ce pas? De devenir les McFly et Carlito du podcast. Ah non, ils sont déjà sur le podcast, c'est vrai. Les likes, les commentaires, les partages, les abonnements sur tous les réseaux sociaux où nous sommes disponibles, et c'est à peu près tout, hein. Parlez autour de nous, rejoignez notre page Ko-fi à partir de 1€, vous avez le droit de participer à l'émission en question, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, c'est parti Adrien, sur les brèves, avec des trucs sympathiques, notamment James Cameron qui parle à nouveau d'Avatar, comme d'habitude. Bah, c'est son héritage, hein, Avatar, hein, clairement. Il a un peu lâché ses autres projets, il se concentre là-dessus, avec Avatar 3 qui sortira en décembre 2025, si tout va bien. Pour l'instant, il est en post-production, donc ça va. Mais James Cameron envisage déjà Avatar 6 et même Avatar 7, ce qui fait peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc pour lui, en fait, c'est vraiment son projet, c'est le projet d'une vie. Il veut terminer même sa vie là-dessus, il le dit plus ou moins, parce qu'en fait, il explique ne pas pouvoir forcément réaliser ses Avatar 6 et Avatar 7 en raison de son âge assez avancé techniquement, et de l'énergie aussi que ça demande de réaliser des films de cette ampleur. Mais il a déjà tout mappé, il a déjà tout pensé jusqu'à Avatar 7, et pour lui, en fait, il pourrait y avoir d'autres réalisateurs qui pourraient prendre leur lait après... malheureusement son décès, hein. C'est ce qu'il dit entre les lignes, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on est à Avatar 3 en 2025, rappelons qu'Avatar 1 était sorti en 2009, donc voilà, il y a le temps peut-être avant que le 6 et le 7 arrivent au cinéma. Ouais. Bon, moi c'est une news qui m'intéresse sans plus, parce que le 2, j'avais pas forcément été un grand fan. On en avait parlé pendant Pop Tier, dans la critique qu'on avait fait du film, il y a maintenant un an, parce qu'il est sorti en décembre 2023. C'est vrai. On avait trouvé des choses à dire évidemment positives quand même sur le film. Décembre 2022 même. Oh, décembre 2022, excuse-moi, bien sûr, décembre 2022, le temps file. Et donc, moi, c'est pas une news qui m'intéresse plus que ça. Toi, je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, Avatar 6 et 7. En fait, j'ai l'impression que tous les 3 mois, James Cameron prend la parole dans les médias pour nous parler d'une nouvelle idée qu'il a autour de la franchise Avatar. Ça commence à être un peu vu et revu, et à chaque fois, il nous parle du 5, il nous parle du 6, il nous parle du 7. Déjà, sort le 3. On attend les retours box-office du 3, on attend de voir ce que Disney en dit, et puis ensuite, peut-être, on continue à développer tout ça. Mais évidemment, si ça continue à faire des cartons comme Avatar 1 et 2, ils seront très contents de continuer à faire tout ça. Mais attendons quand même confirmation, tout simplement. Clairement. Très bien, ça c'est pour Avatar. Alors, autre franchise évidemment prolifique, c'est Star Wars, et bienvenue dans la gazette Star Wars de la semaine, puisque j'ai énormément de choses à vous dire sur Star Wars cette semaine, parce qu'il s'en est passé des choses. On a eu 2 informations de Collider autour notamment de Star Wars The Acolyte, qui est une des grosses séries Disney Plus Star Wars qui va sortir cette année, dont on n'avait pas encore la date de sortie, et là on a une fenêtre de tir désormais, d'après les informations de Collider aux États-Unis, qui nous dit que ça va sortir à l'été 2024. Alors l'été c'est toujours un peu flou, hein. Est-ce que c'est début de l'été, est-ce que c'est fin de l'été? Ahsoka c'était sorti fin août, donc reste à savoir s'ils vont reprendre un petit peu ce slot là pour The Acolyte. Pour rappel, The Acolyte c'est une série qui est située 50 ans avant la menace fantôme. On va suivre une ancienne Padawan Jedi et son ancien maître qui enquête sur des crimes un peu sinistres. C'est notamment avec Lee Jung-jae,
qui est le personnage principal de Squid Game, qui va jouer un maître Jedi. Et la showrunner, c'est Leslie Headland, qui est la co-créatrice de Russian Doll, et qui veut notamment explorer les faillites de l'ordre Jedi. Donc ça peut être assez intéressant. C'est sans doute une des productions Star Wars qui m'intéresse le plus cette année. Donc on a hâte de voir ça, bien entendu. Ça s'appelle The Acolyte. Je vais assez rapidement parce que j'ai 4 news à traiter sur Star Wars, donc allons-y. Sur The Mandalorian et Grogu, qui est donc un des prochains projets de film chez Disney et chez Lucasfilm, l'information de Collider est que la pré-production est en cours depuis déjà quelques mois et que le début de tournage est visé pour juin 2024. Donc ça veut dire que ça va arriver très prochainement, et d'après l'appel aux actionnaires de Bob Iger dont on parlera tout à l'heure dans cette émission, la sortie serait prévue en 2026 pour ce film. Pour rappel, c'est écrit et réalisé par Jon Favreau. La saison 4 de Mandalorian est toujours prévue. Et il y a aussi un film de Dave Filoni qui va reprendre tous les fils de Mandalorian, Boba Fett et Skeleton Crew, qui est prévu en conclusion de tout cet univers-là, Star Wars Mandalorian. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Et donc, moi je mets une petite pièce sur le fait que la saison 4 va sauter et qu'on aura peut-être juste le droit au film, parce que Pedro Pascal est quand même très occupé. Et... Ouais. Bon, on verra, mais ouais. Bon, la saison 3 a montré qu'il pouvait se passer de Pedro Pascal, hein, puisque il était pas du tout dans le costume. C'est vrai. Voilà pour l'univers Mandalorian. Pour Andor, on a des nouvelles aussi, puisqu'il y a eu un post Instagram de Diego Luna, donc l'interprète du rôle titre, qui nous annonce que le tournage est terminé, et donc il remercie les 700 personnes qui ont travaillé sur cette production. Il est impossible de dire au revoir et merci à chacun individuellement, c'est pourquoi j'écris ici merci pour l'amour et l'expérience merveilleuse, à bientôt. Donc la saison 2 de Andor est dans la boîte, ce qui tente à prouver que ça ne sortira pas en 2024, mais plutôt en 2025. On rappelle que la série avait été très impactée par les grèves à Hollywood l'an dernier. Voilà pour Star Wars Andor. Et le dernier, c'est Ewan McGregor qui a pris la parole lors d'une convention à Orlando, la MegaCon d'Orlando, où il est... c'est drôle. Non, c'est vrai que c'est très rigolo comme nom quand on est français d'entendre ce nom de convention. C'est rigolo. Voilà. C'est rigolo, non? C'est français. J'ai un humour bas de gamme. Désolé, j'ai un humour à des pâquerettes. J'assume. Oh, écoutez... Donc la MegaCon, dis-moi en plus sur la MegaCon. Écoute, c'est une convention à Orlando où Ewan McGregor s'est déplacé, et on lui a évidemment posé une question sur l'avenir de Obi-Wan Kenobi après la saison 1 de sa série spin-off sortie sur Disney+, mais que t'es pas ouf, hein, on va être honnête. Il nous dit, il était initialement prévu qu'il y ait un film, et j'ai souvent pensé, est-ce que ça aurait dû être un film? Mais je pense que c'est génial qu'il l'ait fait de cette manière, c'est une histoire plus longue, et espérons que c'est plus satisfaisant comme ça. Nous avons eu plus de temps pour tisser une histoire, espérons qu'ils en feront une autre, donc une deuxième saison. Est-ce que tout le monde peut écrire à Disney, s'il vous plaît? Voilà. Donc, grosso modo, il prie pour que les fans fassent naître une deuxième saison à Kenobi. Pour être très honnête, mon avis, c'est arrêtons les frais. C'est peut-être pas la peine. Non, c'est pas grave. Petite question dans le chat avant qu'on passe à la suite. Oui. Pas de saison 3 pour Andor, nous demande David. Non, il n'y aura pas de saison 3 en fait pour Andor. Déjà que c'était un peu compliqué d'en avoir une deuxième. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir eu la deuxième. Et donc non, ça sera la conclusion de la série lors de la diffusion de la saison 2. Ce qui est pas mal non plus, je pense. Nous n'étirons pas trop sur le concept et en espérant que ça fonctionne bien dans la saison 2. Je rajoute aussi une dernière news avant de passer à la suite. Il y aura les 25 ans de la menace fantôme en mai prochain. Ils ressortent le film. Alors pour l'instant, le film ressort aux États-Unis. Il n'y a pas forcément de date en France, j'en ai pas vu, mais il y a de grandes chances qu'on ait le droit à une petite ressortie française pour la menace fantôme qui était sortie en 1999. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas. La suite, donc. Je vais te laisser la parole, Adrien, avec une information française. Puisque c'est un duo français qui va s'occuper d'un spin-off d'Evil Dead. Exactement, énorme surprise et je suis très content que ça se passe. Grave. Sébastien Vanitschek, donc qui est réalisateur de Vermine, le film d'horreur, pas forcément horreur totalement, voilà, il y avait un petit peu de comédie, épouvante, etc. Film en fait qui s'intéresse à une invasion d'araignées dans une cité, qui est sorti en décembre dernier, qui a fait son petit succès public et qui a été un beau succès critique. Sébastien Vanitschek, donc le réalisateur de ce film-là, a eu un honneur assez important, puisque le réalisateur Sam
Sam Raimi. Donc Sam Raimi, c'est la trilogie des Spider-Man, mais c'est aussi la trilogie des Evil Dead. Et Sam Raimi a décidé de confier le nouveau spin-off d'Evil Dead à Sébastien Vanitschek, le français. Donc ce qui est quand même une news un peu sortie de nulle part. Grave. Et en plus de lui confier le film au réalisateur, il confie aussi le scénario à Florent Bernard. Florent Bernard qui est le co-scénariste de Vermine, qui est aussi le scénariste de La Flamme sur Canal+, qui s'est aussi occupé de lancer le Floodcast, qui est un podcast qui cartonne en duo avec Adrien Méniel. Et donc on a un duo de Français à la tête du spin-off d'Evil Dead, qui pour l'instant n'a pas de date de sortie, en tout cas je ne l'ai pas vu. Non. Mais ça fait toujours bizarre de voir une news comme ça apparaître sur le site américain Deadline. Grave. Avec la tête par exemple de Sébastien Vanitschek, ce qui est très cool. Cocorico, on est très content que ça se passe parce que Vermine est un excellent film. On comprend pourquoi Sam Raimi a adoubé en fait Vanitschek et Flaubert sur le projet, parce que je pense que ça peut donner un très bon spin-off s'ils apportent justement ce côté épouvante mais ultra bien rythmé avec des très bons dialogues et une construction narrative super intéressante. Donc on a très hâte de voir ça. Trop cool. Vermine, dont on avait déjà parlé dans le podcast d'ailleurs. Exactement, j'en avais pas fait la reco je crois, mais j'avais annoncé la news de la sortie du film, et je fais ma reco en 2 secondes. C'est un excellent film qui n'est plus en salle malheureusement, mais foncez le voir dès que vous pouvez, et prenez-le en dématérialisé DVD dès qu'il sort. C'est un super film. On s'en était parlé au moment où on avait reçu le Tropper, je m'en souviens. Exactement. Qu'on embrasse bien entendu. Jurassic Park, ça revient. Comment ça ? Oui. Encore. Jurassic World. Alors, Jurassic World, Jurassic Park, on ne sait pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Universal a très envie de travailler très vite sur un reboot de l'univers Jurassic. Donc, peut-être qu'il portera un autre nom que Jurassic World ou Jurassic Park. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le scénariste qui va travailler dessus, c'est David Koepp, je ne sais pas comment ça se dit, qui, pour rappel, excusez du peu, avait travaillé sur Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2. Donc en termes de scénariste, c'est plutôt pas mal d'engager monsieur pour travailler sur la relance de cet univers. Le plan, c'est de lancer une nouvelle ère pour Jurassic Park, je cite, et on a déjà une date de sortie. C'est censé sortir le 2 juillet 2025, donc dans 1 an et demi. Donc l'objectif, c'est a priori sans doute de faire sans Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, ni le casting originel, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill. Et alors d'abord, on a eu des rumeurs de négociations de la part de Deadline avec David Leitch pour réaliser le film. Donc c'est le co-réalisateur de John Wick, Deadpool 2, Hobbs & Shaw, Bullet Train et L'Homme qui tombe à pic cette année. Et au final, les négociations n'ont pas abouti. Nous annonce le Hollywood Reporter. Donc a priori, il y a une séparation amicale entre les deux parties, due à des visions différentes sur le projet, et très honnêtement, quand tu vois que tu es censé avoir 1 an et 5 mois pour balancer ça, oui, peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps pour signer un Jurassic World 4, Jurassic je sais pas quoi. Donc écoutez, Jurassic... On n'a pas fini de voir des dinosaures au cinéma, a priori. Moi, ça me plaît bien. Est-ce que ça pourrait être plutôt cool comme projet ? Ce serait bien. Moi, Jurassic World 3, très personnellement, je me suis endormi dessus. Ah là là, j'ai pas terminé le film. J'ai commencé à regarder le film sur Netflix. Ouais. Je me suis endormi au bout d'1 heure et j'ai jamais fini. Les attaques de sauterelles là, c'est chaud parce que c'est ça quand même l'antagoniste principal du film. Et passer après le deuxième qui était plein de défauts, mais qui avait quand même Juan Antonio Bayona à sa tête, c'était cool parce qu'il y avait une vraie mise en scène, des vraies bonnes idées. De sa part, notamment la partie un peu horreur en fait dans le manoir qui rattrape un peu le tout, mais là le 3 s'est effondré totalement et je suis pas chaud pour le 4, très honnêtement. J'attends de voir la nouvelle trilogie, mais il faudra me convaincre avec une belle bande-annonce, de belles idées et un casting j'espère aussi différent. Sortez-moi Chris Pratt, là j'en peux plus de voir Chris Pratt sur une moto en train de diriger des dinos quoi. Faites-moi un truc un peu horreur quoi, un peu comme le premier. C'est pas horreur le premier, mais il y avait un côté un peu flippant quoi. Dans les autres on flippe plus, dans Jurassic World il y a plus de flip quoi. Je suis d'accord. Voilà pour Jurassic la franchise. Parlons de Marvel à nouveau, puisque Thanos pourrait revenir. Comment ça ?
Josh Brolin en fait a évoqué très récemment en interview qu'il a entendu des rumeurs sur le potentiel retour du personnage de Thanos. Encore une fois, voilà, c'est une brève qui n'acte rien, c'est vraiment côté rumeur. Josh Brolin est actuellement en promotion pour le film Dune 2 et voilà, il a lâché que potentiellement Marvel est en train de penser à un retour de Thanos, mais le Thanos qu'on a vu dans Infinity War et dans Endgame. Et il se base aussi sur le fait que Thanos apparaît aussi régulièrement dans les versions What If, la série animée de Marvel qui est diffusée sur Disney+, qui est pas si mal, hein. Il y a des bons épisodes dans What If, et donc pour lui, ce serait pas déconnant de revoir Thanos dans les prochaines années chez Marvel. Ça sera encore une fois quelque chose, j'imagine, de plus compliqué à mettre en place pour Marvel qu'auparavant, parce que c'était l'antagoniste qui s'était annoncé depuis des années, mais si c'est pas juste en caméo, si c'est vraiment pour le faire revenir pour une bonne raison, moi je suis chaud, franchement, pourquoi pas, quoi. Ils ont un multivers à leur dispo, on en parlera tout à l'heure pendant le gros sujet, donc il y a moyen de le faire revenir, quoi. Un variant de Thanos, hein, c'est pas du tout impossible. Non. Carrément, c'est ce qu'il y a dans What If en fait. Donc, exactement. Il y a des variantes de Thanos très gentils en fait dans What If, ce qui est rigolo, quoi. Donc, j'ai très envie de voir cette saison 2. J'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Tu m'en as dit des bonnes choses, donc j'ai hâte de voir ça. Franchement, tu peux y aller. C'est cool. Ça marche. Parlons de Game of Thrones un petit peu, parce que ça a été plutôt calme ces dernières semaines autour de Game of Thrones, mais une grosse information de la part du Hollywood Reporter cette semaine qui nous annonce en exclusivité qu'un nouveau spin-off est en préparation chez HBO, alors en développement, on appelle ça le développement, c'est-à-dire que ça veut pas du tout dire que ça a été validé par HBO et que ça va sortir sur nos écrans d'ici 2 ou 3 ans, c'est que pour l'instant on a engagé un scénariste pour travailler sur ce que pourrait être ce projet de spin-off, et on essaie de blinder un petit peu le projet avant de le valider et de tourner un pilote ou éventuellement de commander une saison 1. Donc on n'en est pas encore tout à fait là, mais le sujet de ce spin-off, c'est la conquête d'Aegon Targaryen. Alors pour les gens qui connaissent pas du tout de quoi ça parle, c'est les événements qui se situent 300 ans, à peu près 300 ans avant Game of Thrones, à peu près 130 ans avant House of Dragon, et c'est la conquête du continent de Westeros par Aegon Targaryen, donc un des ancêtres de Daenerys, et ses sœurs qui sont également ses femmes, mais aussi leurs dragons. Donc l'idée c'est ils ont conquis tout le continent, ou presque, à l'aide de leurs dragons. Ils ont assujetti tous les seigneurs qui étaient à l'époque des rois de toutes les régions en fait de Westeros au fil. On a déjà un scénariste qui s'appelle Mattson Tomlin. Mattson Tomlin, il a co-scénarisé, il est en train de co-scénariser The Batman 2 de Matt Reeves. Il a travaillé sur le scénario de The Batman. Donc plutôt pas trop mal hein, comme pédigré. Comme pédigré, merci. Pour les gens qui connaîtraient pas, ce serait l'adaptation de la partie 1 en fait de Feu et Sang, donc qui est le bouquin dont est adapté House of Dragon. Et voilà, tout ça pour dire que pour l'instant c'est pas du tout validé, mais c'est un projet de plus, puisqu'il y en avait déjà 6 autres qui étaient en développement autour de la licence Game of Thrones. On sait pas si il y en a certains qui vont être validés, s'il y en a certains qui sont déjà annulés ou pas, mais tout ça pour dire que en ce moment, chez HBO et chez Warner, on essaie de faire cracher du Game of Thrones, et donc du bifton par la même occasion. Et en plus de ça, je rajoute juste une petite news au passage là-dessus. Il y a eu des images de tournage d'une série Game of Thrones qui a été annulée. C'était une série avec Naomi Watts. En fait, c'est la maquilleuse ou la Blood Moon, c'est ça, ouais. C'était la maquilleuse ou la coiffeuse qui en fait a posté, mais des années après, des photos de Naomi Watts en costume avec sa perruque, voilà. Et c'était intéressant de voir qu'ils étaient allés aussi loin dans le tournage, et que ça a quand même été annulé par HBO qui n'était pas convaincu du potentiel de la série, quoi. Exactement. Donc c'est rassurant aussi d'un côté de voir ça, parce que ça veut dire que HBO fait attention à sa licence. Bien sûr. Surtout depuis la fin de Game of Thrones qui avait été très mal reçu, mais depuis House of the Dragon qui est adoré, la saison 1 est adorée par les fans et par les spectateurs en général, donc c'est pas mal. Moi je trouve que c'est bon signe de partir tranquillement, de pas faire une Star Wars en fait, clairement, quoi, de pas faire c'est ça. Tu vois. Donc c'est le risque, puisqu'à l'heure actuelle en fait on a 2 spin-offs qui vont arriver sur nos écrans. Enfin, c'est House of Dragon saison 2 évidemment cet été. Il y en a un deuxième qui arrive en 2025 qui s'appelle un spin-off autour de Sir Duncan,
et de son écuyer, donc qui est un petit peu plus resserré en termes d'ampleur. Donc on imagine qu'ils vont alterner tous les 2 ans en fait, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de projets live action, mais il y a aussi pas mal de projets de séries animées. Et David nous pose la question sur Twitch, est-ce que la conquête d'Aegon c'est en live action ou en animé? À l'heure actuelle, on n'a pas l'info. On imagine que ce serait sans doute pour faire du live action, mais pour l'instant, rien n'est confirmé à ce sujet. Voilà pour Game of Thrones. Je te repasse la parole puisqu'on a encore des nouvelles du prochain film de Quentin Tarantino. Ouais, on en parlait la semaine dernière, le prochain film de Quentin Tarantino qui sera sûrement son dernier, qui s'intitule pour l'instant The Movie Critic, qui s'intitule pour l'instant The Movie Critic, qui apparemment s'intéressera en fait à un critique amateur de cinéma qui publiait des critiques de ciné dans des magazines pornographiques. C'est tout ce qu'on a comme pitch de la part de Tarantino. Et la news qui nous intéresse cette semaine, c'est qu'après l'annonce de casting officiel de Brad Pitt dans le film, Tom Cruise serait sur les rangs pour jouer dans le dernier film de Tarantino. Et c'est quand même pas rien d'avoir Tom Cruise dans un film de Tarantino. Ce serait la première fois. Alors ce serait la première fois, et surtout qu'on sait que Tom Cruise est plus axé franchise d'action depuis de nombreuses années, qui fait quasiment plus de films indés, ou en tout cas de films justement un peu à la Tarantino, de films de dialogue, hein, clairement, quoi. Et ça ferait du bien de le voir, ne serait-ce que quelques minutes à l'écran, parce que Tom Cruise en fait n'est pas qu'un actionneur, ce n'est pas du tout qu'un acteur de film d'action, loin de là. Et il l'a prouvé à maintes reprises au début de sa carrière, et jusqu'à la moitié, 3/4 de sa carrière, et là c'est vrai que ce serait cool de l'avoir. Pour l'instant rien n'est fait, les rumeurs disent qu'il serait en train en fait de dégager une bonne partie de son emploi du temps pour pouvoir tourner dans le film de Tarantino, et on croise les doigts très fort pour que Tom Cruise revienne dans un film de ce genre. On l'avait adoré par exemple dans Magnolia de Paul Thomas Anderson, et c'est vrai que ça ferait du bien de revoir ce Tom Cruise là en fait, qui reprouve encore une fois que c'est pas qu'un acteur, comme je l'ai dit, de Top Gun, de Mission Impossible. Non, c'est vraiment un acteur accompli. Ouais, mais c'est surtout que Tom Cruise, au bout d'un moment, il va avoir besoin de refaire pivoter sa carrière, puisque il ne pourra plus faire Ethan Hunt pendant encore 20 ans. Donc c'est peut-être une riche idée de revenir à des projets où il n'a pas besoin de crapahuter en haut de la Burj Khalifa, par exemple. Clairement. Par exemple. C'est toujours toi qui gardes la parole avec Christopher Nolan qui s'est exprimé autour de sa franchise de cœur. Et oui, alors interview un peu étrange mais très rigolote. En fait, Christopher Nolan est actuellement encore en pleine promotion parce que c'est la course aux Oscars, et donc son Oppenheimer est extrêmement bien placé pour décrocher de nombreux prix. Et il était chez Stephen Colbert aux États-Unis, dans le talk show de Stephen Colbert, pour parler cinéma évidemment, pour faire un petit sketch qui parodie la fin d'Oppenheimer avec un petit twist à la Benny Hill qui est très rigolo si vous voulez aller le voir sur YouTube. Et dans cette interview où on parle cinéma, et Stephen Colbert lui demande en fait quelle est sa franchise préférée, et à la surprise générale, même si on l'avait su plus ou moins, mais là il le dit vraiment, avant c'était dans des médias écrits, et là c'est directement face caméra, il dit qu'il adore Fast and Furious. C'est un énorme fan de Fast and Furious. Voilà ce qu'il dit. Je regarde ces films tout le temps, je les adore, pas besoin de la regarder tous d'une traite, ce que t'as fait d'ailleurs Thomas il y a pas si longtemps, t'as fait un gros marathon Fast and Furious. Au secours. T'as un point commun avec Christopher Nolan, c'est quand même, voilà. Donc il dit pas besoin de la regarder tous d'une traite, ce n'est que dans les derniers qu'un arc très spécifique de mythologie se développe, mais à votre place, je commencerai par Tokyo Drift. Et là, je trouve ça génial d'avoir qui est son préféré. Je trouve ça génial d'avoir Christopher Nolan qui dit j'ai fait Oppenheimer, mais ma Tokyo Drift, c'est super. Rien à voir, franchement, c'est les deux extrêmes. C'est tellement drôle. Mais comme quoi, voilà, il aime le ciné, il a son petit plaisir coupable, et il dit je n'ai aucun scrupule à dire que j'adore Fast and Furious. C'était la petite news un peu drôle, mais comme quoi des fois il faut savoir parler d'autres choses avec des cinéastes qui sont un peu des fois mis dans un seul et même carcan et une seule case. Finalement en fait le mec adore des comédies ou des films d'action un peu débiles. Bien sûr. C'est très drôle. Ouais, l'interview de Christopher Nolan par Stephen Colbert est très cool. Je vous encourage à aller la regarder. Très sympa. On a une grosse section Disney pour terminer notre section brève cette semaine. Pourquoi ? Parce que Bob Iger a téléphoné à ses actionnaires dans ce qu'on appelle un earnings call, donc c'est l'appel aux actionnaires tous les 3 mois, grosso modo, pour faire un point avec les actionnaires et les rassurer évidemment sur la valeur de l'entreprise. Et en général, c'est dans ce genre d'appel qu'on apprend pas mal de choses sur le futur de l'entreprise. Et justement,
il a pris la parole autour des licences, des suites, etc. Alors bon, ça ne fait que confirmer ce qu'on vous a dit de la stratégie de Bob Iger ces derniers mois, mais le voilà encore une fois écrit noir sur blanc, le studio va s'appuyer plus sur les licences, si c'était déjà possible. Je cite, je dirais que nous nous appuyons un petit peu plus sur les suites et les licences. Je pense qu'étant donné l'environnement, donc l'état du marché, et étant donné ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pour faire sortir les gens de leur foyer pour aller voir un film, s'appuyer sur des licences qui sont familières et malins. Il nous dit, dans notre envie d'augmenter énormément le volume, partiellement pour atteindre plus d'abonnés dans le monde pour notre plateforme de streaming, Disney+, certains de nos studios ont perdu un peu de leur concentration, donc la première étape que nous avons prise est de réduire la voilure, de réduire notre production, tout particulièrement chez Marvel. Donc en fait il y a deux choses. Première chose, c'est que on va continuer à faire des suites, on va continuer à s'appuyer sur les licences phares de Disney, de Marvel, de Lucasfilm bien entendu, mais on va essayer de réduire un petit peu la voilure sur les productions spécifiquement sur Disney+, qui ont fait beaucoup de mal à l'image de marque de Marvel ces dernières années. Donc c'est quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Non, c'est une bonne nouvelle parce que bon, je pense même qu'il a pas trop le choix. On en parlera aussi, je pense, tout à l'heure avec le gros sujet Deadpool. Mais c'est vrai que là, ils sont un peu éparpillés. Ils ont tenté plein de choses, ça n'a pas fonctionné. Ils ont voulu nourrir la bête. J'ai pas envie de me répéter parce que ça fait des épisodes et des épisodes que j'arrête pas de le dire. Et Disney est devenu vraiment un ogre. Voilà, il fallait, notamment avec Disney+, nourrir les téléspectateurs et ça ne fonctionne pas. Et les gens en fait lâchent l'affaire. Des gens même qui étaient fans de la première heure, et commencent à rater des Marvel au fur et à mesure, justement des films Marvel, etc. Et donc ils perdent les gens en chemin. Et il a plus envie de se concentrer sur des licences fortes, ce qui est pas idiot. D'un côté, c'est dommage aussi de se priver de nouvelles licences qui pourraient cartonner. Donc il n'y a pas de bonne solution, mais à sa place, et évidemment tu l'as dit tout à l'heure, on parle aux actionnaires à ce moment-là. Les actionnaires, il faut les rassurer. Exactement. Et qu'est-ce qui va les rassurer ? C'est de leur dire, vous inquiétez pas, on va miser sur du gros, il n'y a pas de souci, et on repart sur de bonnes bases. Voilà. Est-ce que ça les empêchera pas de temps en temps de tenter des choses ? Il faut bien. Il faut bien, évidemment. Mais bon, c'est vrai qu'on l'avait vu, The Creator, c'est bien Disney, on est d'accord, hein ? Ouais, tu vois. Ça, c'est la Creator, Fox. C'est la Fox, mais bon, via Disney, via Disney. Tu vois, c'est des choses qui marchent pas non plus, même si on tente un petit peu, ça marche pas forcément. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais ça me paraît logique son move de vouloir se recentrer là-dessus. Enfin, c'est vrai que les signaux du marché en ce moment sont assez peu positifs pour les productions originales. T'as parlé de Creator, on peut parler d'Argyle, t'en parleras tout à l'heure dans ton point box-office. Ce qui fait que du coup, sur on a une idée du calendrier des films animés du studio Disney sur les prochaines années, et c'est une nouveauté puisqu'on ne le savait pas. Vaiana 2 sort à Thanksgiving 2024, donc fin novembre. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ça devait être une série pour Disney+, et ils ont décidé d'en faire un film, en fait. Tellement ils étaient contents de ce qu'ils envoyaient. Donc ça plutôt bonne nouvelle pour les fans. Moi, j'avais bien aimé Vaiana. J'adore, c'est super. Ouais, c'est vraiment très cool. Zootopie 2, ça arrive pour Thanksgiving 2025. Ça, c'est daté aussi. Et alors, on n'a pas encore de date, mais c'est annoncé. On a un Toy Story 5 ou un nouvel épisode de Toy Story qui arrive dans les prochaines années, et La Reine des Neiges 3 qui avance toujours en ce moment, et peut-être même un La Reine des Neiges 4 de ce qu'on entend, sans doute à partir de 2026 du coup, pour La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5. Donc voilà, ça vous montre bien que Disney est très remonté sur ses licences habituelles, ses licences fortes. On essaie de renouer avec le film d'animation qui va faire son milliard, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu chez Disney. Oui, complètement. Donc c'est une nouvelle intéressante. On voit que voilà, toutes les forces sont mises sur ces gros films-là. Et très prochainement, il y a aussi Vice Versa 2 qui sort en France cette année. Donc il y a beaucoup de suites. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de suites, mais c'est vrai que quand ça marche, autant en capitaliser dessus, quoi. C'est ça. Une petite précision sur Vaiana aussi, Lin-Manuel Miranda, qui s'était occupé des chansons du premier film, n'en reviendra pas sur le deuxième. Ça a été annoncé. Donc c'est vrai que ça faisait quand même pas mal le sel. Complètement, oui. De Vaiana, premier du nom, donc on verra si ça marche bien avec le deuxième. Ouais, bon, après, sur les paroliers et les musiciens chez Disney, j'ai quand même confiance. Mais c'est vrai que Lin-Manuel Miranda, c'est quand même le parolier du moment, donc
j'imagine qu'il était peut-être un peu trop cher pour Disney. Je pense. On va continuer et terminer avec Disney qui fait un partenariat avec Epic Games autour de Fortnite. Ouais, c'est une annonce un peu énorme qui est sortie comme ça justement voilà, de la part de Bob Iger. Disney en fait a annoncé son intention d'investir 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games. En fait, l'idée, c'est qu'ensemble, ils prévoient de créer un monde ouvert connecté à Fortnite qui intégrera des éléments de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, d'Avatar et bien plus. Et en fait, le projet semble s'inscrire dans la vision d'un métavers, même s'ils ne le disent pas vraiment, qui offrirait aux joueurs la possibilité de créer et de partager leurs propres histoires et expériences à l'intérieur de ce monde-là. Et en gros, Bob Iger dit et pourquoi pas faire un Disney World avec il le dit à l'anglaise à la Fortnite. Tu vois, vraiment c'est à la Fortnite. Et pourquoi pas en fait. C'est vrai que quand tu vois la puissance, la machine de guerre absolue qu'est Fortnite avec Epic Games, c'est pas déconnant de la part de Disney de mettre 1,5 milliard sur la table et de dire prenez toutes mes licences, on va faire un truc de ouf et tout le monde viendra parce qu'en fait en ce moment quand tu vois que Eminem fait un concert dans Fortnite, que The Weeknd le fait, que Travis Scott le fait et que ça ramène tout le monde, en fait autant faire à la limite des salles de cinéma à l'intérieur de Fortnite, peut-être qu'on pourra proposer plein de trucs. Bon, c'est pas dit comme ça, mais très honnêtement il y a moyen que ce soit un truc assez incroyable. Ça peut être aussi un truc qui se casse la gueule, mais je suis très curieux de voir ce que ça fait. Ça me fait peur en tant qu'humain, mais après, je suis quand même très curieux aussi en tant qu'humain de voir ce que ça peut donner, de proposer tout ça. Et la tagline après ce trailer, c'est jouer, regarder, créer, faites les courses. Faites du shopping. Donc ça veut tout dire, mais grosso modo, voilà. Oui, c'est acheter nos merdes à l'intérieur de Fortnite. C'est exactement ça. Mais bon, exactement. Je suis quand même curieux, parce que Fortnite, ça se développe énormément. Ils sont en train de créer un hub où il y a plein de jeux maintenant. Donc moi, ils ont réussi à me faire télécharger Fortnite parce qu'ils ont sorti Lego Fortnite il y a 2 mois. Il y a un peu plus d'un mois. Et donc rien que pour ça, j'ai téléchargé le jeu alors que je ne l'avais jamais encore fait. Donc quelque part, ils vont peut-être réussir à avoir tout le monde au bout d'un moment. Peut-être, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances Disney. Voilà pour les brèves de cette semaine. On vous propose à nouveau le point box-office d'Adrien qui est très rempli en ce moment puisque il y a beaucoup de films d'intérêt. Tout à fait, la zone d'intérêt notamment, il est très fort, qui a dépassé les 300 000 entrées en France et qui là a atteint 369 000 entrées après son deuxième week-end, donc sa deuxième semaine en France. C'est un vrai carton pour le film de Jonathan Glazer, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, faut vraiment que j'aille le voir. J'ai pas pris le temps d'aller le voir, mais vraiment le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien et le film va prolonger sa carrière au-delà du million, c'est sûr et certain. Et j'ai très hâte de voir jusqu'où il termine. Je continue avec Argylle, on en parlait tout à l'heure. Argylle qui se casse la gueule, même si le week-end du Super Bowl a été quand même bénéfique pour Argylle parce qu'il a récolté 6,5 millions de dollars. Il était en tête dans les cinémas américains, ce qui fait qu'aux États-Unis il a 28,8 millions de dollars sur le territoire, ce qui est très peu pour un film d'action de Matthew Vaughn, avec en tête d'affiche Henry Cavill, Dua Lipa, etc. Il y a un casting de folie. Et donc malgré la première place, en fait la performance n'est pas du tout spectaculaire pour un film dont le budget avoisine les 200 millions de dollars. Donc là pour l'instant on en est qu'à 28 millions de dollars sur le territoire américain. À titre de comparaison, à la même époque l'année dernière, Magic Mike Dernière Danse était en première place avec 8,3 millions alors que là Argylle fait 6,5 millions. Donc Magic Mike qui met 2 millions dans la vue à Henry Cavill, etc. Quand même un peu étrange. Et à l'international, Argylle est déjà n'est seulement qu'à 60 millions de dollars. Je le rappelle, il a un budget qui avoisine les 200 millions de dollars. C'est chaud. Donc ça va être un énorme four, je pense que ça va être le premier gros four de 2024, et c'est assez surprenant que la sauce n'est pas du tout prise pour le film, qui pourtant sur le papier avait tout pour plaire, même si les critiques l'ont un peu défoncé, mais bon, les critiques ne font pas le succès d'un film, donc c'est assez étrange. Je poursuis avec Wonka, qui est devenu le 6e film le plus vu de 2023, parce qu'il est sorti fin 2023, avec 3 636 000 entrées en France après sa 9e semaine d'exploitation. Il a même dépassé les Gardiens de la Galaxie 3. C'est une très belle perf pour Wonka et Timothée Chalamet. On continue avec Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux, qui réalise le meilleur démarrage de la carrière du réalisateur avec 173 607 entrées, dont 25 000 en avant-première, lors de sa première semaine d'exploitation. Donc c'est vraiment un énorme carton.
je pense, porté évidemment par ses stars, il y a Jonathan Cohen et il y a Edouard Baird en tête, et aussi par le succès de Yannick cet été, qui a un peu installé le réalisateur en disant ah c'est vrai que Quentin Dupieux c'est peut-être pas mal ce qu'il fait pour le grand public, voilà, curieux de voir ce qu'il faisait ensuite. Je pense que les gens vont ressortir un peu pas déçus mais vont être un peu surpris. On t'en parlait la semaine dernière, bon. Voilà, faut le voir une fois, hein, c'est pas un mauvais sympa, film, mais, hein, bon. mais c'est pas du niveau grand public que Yannick, etc. Quoi. Okay. Je continue avec Tout sauf toi, la comédie romantique, avec Sydney Sweeney et Glenn Powell, qui, avec un budget de production de seulement 25 millions de dollars, a déjà engrangé 170 millions de dollars de recettes, dont 80 millions aux États-Unis. Donc il devrait dépasser sans trop de soucis les 250 millions de dollars s'il continue sur cette lancée. Encore une fois, c'est le bouche à oreille qui fonctionne extrêmement bien, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, parce que le film a démarré très mollement et en fait est monté en flèche. Et je continue ce point box-office avec Anatomie d'une chute qui a dépassé les 1,5 million d'entrées en 25 semaines. C'est pas fini encore une fois pour Anatomie d'une chute parce qu'il reste encore les Oscars, on va encore reparler beaucoup d'Anatomie d'une chute. Est-ce qu'il peut dépasser les 2 millions ? Pourquoi pas ? S'il gagne un Oscar, pourquoi pas, mais en tout cas déjà 1,5 million, c'est super pour le film de Justine Triet qui maintenant va avoir une carrière aux États-Unis. Elle a signé avec une agence américaine et je pense qu'il peut repartir avec 1 voire 2 prix aux Oscars. Ça serait pas déconnant vu la campagne qui se passe très bien pour le film. Et je termine par Cocorico, le film avec Christian Clavier et Didier Bourdon, dans lequel Didier Bourdon et Christian Clavier font un test d'ADN pour savoir qui sont leurs ancêtres, un pitch extrêmement Christian Clavier-like, et qui a connu quand même un excellent lancement avec 63 000 entrées pour son premier jour. Ce qui est énorme quand on y pense. Donc il y a des chances que Christian Clavier continue de cartonner. Et ça fait toujours plaisir de parler de Christian Clavier. Est-ce que quelque part, Christian Clavier, ce serait pas le Tom Cruise français ? Je pense que c'est le Tom Cruise français. Est-ce que c'est pas le Messi qu'on attendait tous un peu à la Deadpool. Je pense que il peut sauver l'univers, le cinématographique univers. Non, mais voilà, c'est sûr que Christian Clavier, c'est une valeur sûre. On aime ou on n'aime pas. Ici, on n'aime pas, évidemment. Mais... le Christian Clavier de maintenant, quoi. Mais en tout cas, il est toujours très porteur. Et voilà pour mon point box-office. Merci Adrien pour ce point box-office. Mais de rien. On va passer tout de suite au sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier à Deadpool 3, que l'on ne peut plus désormais appeler Deadpool 3, puisque c'est Deadpool and Wolverine qui sortira fin juillet 2024, le 24 en France, si j'ai bien compris. Je crois que c'est ça, Je crois que c'est le 26 aux États-Unis, le 24 en France. Bon, premier trailer, jolie petite claque, on peut le dire ou pas ? Très sympa, mais petite claque, je sais pas, mais il remplit exactement les cases et il en fait pas plus, et ce qui est très bien. C'est-à-dire que moi, je voulais pas qu'il le spoil trop. Ça reste un teaser plus qu'un trailer pour moi dans l'idée. Oui. Mais très sympa, très drôle. On retrouve tout de suite la patte Ryan Reynolds qui fonctionne super bien. Les enjeux sont posés aussi, tout de suite. Je trouve qu'on n'est pas perdu. Est-ce que les nouveaux venus, ou en tout cas ceux qui n'ont pas forcément vu Loki, parce que c'est quand même très lié à Loki, cette bande-annonce, seront perdus ? Je sais pas, parce que nous tout de suite, en fait, on savait où on était quand il débarque dans la TVA. On va spoiler, cette bande-annonce, c'est une bande-annonce, c'est pas un film, vous pouvez le voir. Oui, on va parler de cette bande-annonce, après, on va parler un petit peu de ce que représente ce film, parce que c'est le seul film Marvel qui sort en 2024, et donc beaucoup d'espoir repose sur lui. Exactement. Et en fait, je pense que... Non, mais au-delà de ça, la bande-annonce est très bien construite, très cool. L'humour est là, le truc un peu moins de 18 est là. Il y a un tacle à Disney dès les 20 premières secondes, je pense. Voilà, en disant que Deadpool est habitué au god de ceinture, mais Disney pas encore. Voilà, donc ce qui est quand même génial. Et on continue sur cette lancée. On voit que Wolverine va arriver. Hugh Jackman n'apparaît même pas dans cette bande-annonce, ce qui est quand même assez ouf, parce que le film s'appelle Deadpool et Wolverine. Et surtout, on voit à peu près que ça va être soit une orgie de fanservice et une orgie de caméos. Et j'ai peur de ça, c'est ma crainte avec Deadpool 3, que ce soit justement du fanservice pour du fanservice et que ça soit pas justifié justement pour sauver le multivers et sauver le MCU, ou à l'inverse, Ryan Reynolds c'est pas con, il le dit lui-même aussi dans la bande-annonce, je suis le Jésus de Marvel, je suis le Messie, celui qui va sauver votre petit
comment univers cinématographique. Bon, tout est dit aussi, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est très étonnant comme produit, comme film. Moi, je suis très impatient de le découvrir, évidemment pour ça, pour savoir s'il va vraiment sauver le multivers, ou le MCU en tout cas. Savoir, est-ce qu'on n'en a pas trop fait autour de Deadpool et du rachat de la Fox. Est-ce que justement Disney va pas quand même avoir un peu la main sur les vannes un peu crues, sur le sang, sur tout ça. On l'a vu, je te le disais juste avant qu'on enregistre l'émission, que pour le trailer international, Disney en fait a changé un morceau de la bande-annonce. C'est juste ce que je disais juste avant, quand Deadpool dit ouais, le gars de ceinture, Disney n'est pas prêt, et ben en fait dans la bande-annonce internationale c'est le moins de 18 ans, Disney n'est pas prêt. Ce qui n'est pas du tout la même chose. La vanne n'est plus la même, en fait. C'est plus drôle comme dans la bande-annonce d'origine. Donc, s'ils commencent à faire ça pour le marketing, est-ce qu'ils vont pas faire ça non plus pour le film? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait ça pour le film? Les trailers internationaux, c'est pas seulement pour la France, c'est aussi pour le Moyen-Orient, c'est aussi pour la Chine, c'est aussi pour le Japon, tout ça. Donc, c'est forcément... d'une manière générale, on a souvent... chez Disney, des trailers qui sont différents. En général, on ajoute des images à ces trailers pour l'international, et ce qui fait qu'en général, les gens disent « Ah, regardez le trailer international, il y a plus d'images. » Bah là, c'est pas plus d'images, c'est a priori ce qui ressemble un petit peu à de la censure, ou alors soit c'est parce que les gens comprendraient pas, je pense pas. Je pense que c'est parce que, peut-être qu'ils sont un peu conscients que certains marchés sont un petit peu moins friands de ce genre d'humour-là. On va rappeler quand même que c'est le premier projet du MCU qui est aux États-Unis rated R, donc c'est déconseillé aux moins de 17 ans sans accompagnant. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement au MCU. Donc forcément, et c'est quelque chose qui se faisait déjà évidemment pour Deadpool 1 et Deadpool 2. Et donc forcément, moi j'ai vu ce trailer comme une espèce de façon de montrer patte blanche, en mode regardez, on ne va pas dénaturer Deadpool, le Deadpool de la Fox, il est toujours aussi irrévérencieux et il va se permettre des choses. Et en plus, il va pouvoir se permettre d'autant plus de choses que maintenant il est dans le MCU, et regardez comment on va le rattacher. Donc cet humour graveleux-là m'a un peu rassuré, et je pense qu'il est fait pour ça. En mode regardez, non, ça va bien se passer. Non, c'est vrai que si y avait pas eu le rachat, si là j'avais été dans le coma pendant 10 ans et qu'on me dit c'est Deadpool de la Fox, je fais oui, c'est Deadpool de la Fox, je me serais pas posé la question de me dire c'est Disney, à part la vanne directement adressée à Disney, je me serais pas posé la question. C'est vrai, ça reste un teaser d'une minute et quelques. On est bien d'accord. C'est pas le film entier, quoi. Toi, t'en penses quoi justement on va pas revenir sur le teaser en entier, parce que finalement il y a des choses à dire sans trop de choses à dire, parce que voilà, à part... À ce propos, excuse-moi de te couper, mais sur YouTube et sur Dailymotion de Pop News, vous avez la magnifique trombine d'Adrien qui vous explique tous les easter eggs de ce trailer, et c'est une vidéo qui est très sympa, qui est très courte, et je vous 4 minutes 4 minutes pour tout voir de ce trailer, et honnêtement, moi j'ai appris plein de trucs, parce que moi il y avait plein de trucs que j'avais pas vu. Donc c'est un métier, monsieur. C'est un métier. Donc allez-y, c'est de la publicité pour nous-mêmes, mais écoutez, qui va le faire? Personne d'autre. Voilà. À part vous, public. À part toi, public. Fais notre publicité. Non, oui, j'ai pris 4 minutes pour justement revenir sur tous les easter eggs un peu secrets, cachés. Il y a des trucs. Un easter egg sympa, justement, qui annonce Secret Wars, un film du MCU qui arrivera dans quelques années. Il y a justement le côté variant de Wolverine. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants? Est-ce qu'il n'y a pas Doctor Doom? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres X-Men, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Mais au-delà de ça et ces easter eggs, le trailer est quand même très direct et nous dit... Deadpool va devoir sauver le multivers avec l'aide de la TVA, et puis il va bosser avec Wolverine. Point barre, c'est tout pour l'instant. Moi j'ai peur de la suite en fait. J'ai peur encore une fois de ses caméos, etc. Donc, bon, est-ce que le film sera ça? Je ne pense pas. Je pense que Reynolds c'est pas con, et je pense qu'il va pas casser son jouet, alors que là il a une opportunité de malade d'être justement un peu le gardien de la galaxie-like de l'époque en fait. Tu vois, ce truc qui met un coup de pied dans la fourmilière et qui dit attendez, il y a un autre style maintenant dans le MCU, c'est le mien, et vous allez voir qu'après on va pouvoir se marrer et faire d'autres choses, et on va arrêter de la même recette que vous avez depuis des années. C'est comme ça que je l'espère. Est-ce que toi tu le vois comment? Moi je pense que il y a une volonté de continuer à s'amuser avec le personnage. Il y a une volonté de enfin permettre au personnage d'arriver au contact de ce qui était pour l'instant inatteignable, puisque la Fox et Disney et donc Marvel Studios étaient
impossible à rejoindre. Bon, là, c'est le cas depuis des années maintenant, mais enfin, ils vont pouvoir le faire. C'est aussi l'opportunité de faire revenir et d'enfin re-rentrer les X-Men à l'intérieur du MCU. Donc, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de choses pour un seul film? Est-ce que ce film, il va pas être beaucoup trop long aussi? Est-ce que ce film, il va pas être un patchwork de plein de choses? C'est compliqué, je trouve. En fait, ça peut être fourre-tout, comme un espèce d'énorme ride de grand 8 sympa à regarder, mais j'ai du mal à le voir en sauveur en fait du MCU. Est-ce que d'ailleurs ce serait pas intelligent de prendre le contre-pied de ça dans le film en disant bah attendez, moi je vais rien sauver, je vais plus en fait foutre la merde à droite à gauche, et ça va vous permettre de créer des choses derrière. Mais moi je vais pas vous sauver, je suis Deadpool. Normalement c'est moi qui vais dans les univers, qui bosse avec Spider-Man, qui va faire chier Cable, etc., etc. Mais je ne suis pas le sauveur, je suis pas un top tier du tout. En fait, il y a deux façons de voir le mot sauveur. C'est est-ce que ça va être à nouveau le film à milliards du MCU, donc le sauveur économique, on va dire. Parce qu'il a besoin de l'être, hein, puisque c'est le seul film Marvel qui sort cette année. Et 2, est-ce que ça va être aussi le film qui va faire renouer le grand public avec le MCU? Puisque, alors, en dehors des Gardiens de la Galaxie 3 l'an dernier, ça a quand même été échec sur échec d'un point de vue public et d'un point de vue box-office, les productions Marvel en 2023, et ça date pas d'hier, hein. Donc du coup, est-ce que ça va pas permettre aux gens qui étaient un petit peu passés au travers d'un certain nombre de publications Marvel ces dernières années, de re-rentrer dans la dynamique et dans la boucle? Je pense, et c'est très intelligent d'avoir ramené Wolverine et donc Hugh Jackman, parce que Wolverine, tout le monde aime Wolverine, on l'a pas vu depuis Logan, etc. Donc et Hugh Jackman est incroyable dans le rôle. Hugh Jackman est super, Hugh Jackman est encore stock comme jamais, il s'est entraîné comme... Voilà, donc ça va être super, et c'est l'occasion évidemment de faire un lien avec les X-Men, et c'est quasiment sûr à 100% que les X-Men vont apparaître. J'adorerais qu'ils nous annoncent le film X-Men en fait à l'intérieur de Deadpool 3, ce serait trop bien en fait qu'on ait vraiment une espèce d'annonce surprise des X-Men, de coller ça aux 4 Fantastiques, qui est quand même normalement l'adaptation qui devrait fonctionner, qui devrait arriver chez Marvel, mais qui aurait dû être là depuis bien plus longtemps en fait, mais qui a du mal à arriver, même si là il y a des annonces de casting avec Pedro Pascal, Henry Richards, donc le film va se faire, mais il faudrait qu'ils aillent un peu plus vite sur les annonces en fait de ça, qu'il y ait du concret, pas juste des trucs de casting, de machin. Non, faut qu'on dise dans Deadpool 3, bah regardez en fait là on va voir peut-être Pedro Pascal, je dis n'importe quoi et ce sera pas le cas, mais tu vois qu'on ait un clin d'œil aux 4 Fantastiques et qu'on nous fasse comprendre que c'est bon, ils vont arriver, que les X-Men nouveaux vont arriver, que là il y a une nouvelle façon de faire des films du MCU quoi. Après j'ai une autre peur, et c'est une peur qui est liée à Free Guy, le film de Ryan Reynolds, où il était dans un... Ah non, Free Guy... Non, Free Guy, pas Fall Guy. Non, Free Guy qui était le film où justement Ryan Reynolds c'est un PNJ dans un monde virtuel, et il devient conscient en fait qu'il est un PNJ dans ce monde-là. Film qui est plutôt cool, film qui est pas dégueulasse, mais par contre qui était justement rempli de caméos, et notamment vers la fin. Il y a un caméo de Chris Evans, il y a en mode regardez j'utilise le point de Hulk et en même temps j'utilise le bouclier de Captain America, etc. J'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur je ramène mes potes et j'en fais pas plus que ça quoi, donc je sais pas. C'est la manière que Ryan Reynolds a de communiquer beaucoup ces dernières années. Bah regarde la dernière le dernier caméo qu'il a fait autour de If, Imaginary Friends, qui reprend un des grands sketchs de The Office. Il y a beaucoup, c'est beaucoup de la ref, l'humour Ryan Reynolds, et évidemment que dans Deadpool 3 il va s'en donner à cœur joie. Par contre il faut pas oublier qu'on raconte quelque chose à la base aussi dans un film, donc ça ne peut pas être que une succession de scénettes et une succession de caméos, une succession de références, même si on va tous adorer ça, il faut quand même qu'il y ait de la substance à l'intérieur. Faut pas que ce soit du Spider-Man No Way Home quoi. Faut pas juste... c'est un peu le risque de ce film-là. Et quelque part, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de responsabilité à donner à un seul film et à un seul acteur quelque part? Mais dans un monde où, normalement, si t'imagines un monde où le MCU fonctionne bien, tout roule, il n'y a pas de souci,
Deadpool 3 devrait juste être un film bonus rigolo dans lequel Deadpool vient foutre la merde chez les autres. Là, c'est l'inverse en fait. Là, c'est-à-dire que le MCU va mal, les films ne fonctionnent pas, et Deadpool est un film qui fonctionne en fait. Deadpool 1 était très bien, Deadpool 2 était un poil moins bien mais fonctionnait quand même sympa, voilà, c'était plutôt sympa, et Deadpool 3 a tout ce qu'il faut pour fonctionner, ce qui normalement devrait pas en fait exister de cette façon là quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vibe un peu Gardien de la Galaxie, on peut avoir une surprise en fait. Je parle du Gardien de la Galaxie 1 de 2014 qui nous avait tous pris de court en fait en se disant mais en fait oui, en fait on peut faire autre chose que ce truc de héros, tu vois, Iron Man, Cap, Hulk, etc. Non, on peut partir sur autre chose. J'espère qu'ils partiront là-dessus. Est-ce que c'est pas un risque d'avoir lié Deadpool 3 à la TVA de Loki? Est-ce que tu penses que ça va faire flipper les gens qui n'ont pas vu Loki et ils vont se dire attends mais c'est encore un truc où je vais rien comprendre parce que j'ai pas vu? Peut-être. En plus, il se passe des choses quand même dans Loki. Alors, à voir quand est-ce que ça se déroule. C'est ça qui est un peu étonnant par rapport à la timeline en fait de Loki, même si en fait, bon bref, voilà, on peut comprendre sans ça. Ils font intervenir Matthew McFadyen de Succession, qui a un rôle un peu similaire à celui de Owen Wilson dans Loki. Donc, à la limite, c'est un nouveau personnage qui va reposer les bases de la TVA, qui va réexpliquer au grand public qui n'a pas vu Loki ce qu'est la TVA. La TVA peut être résumée en 2 secondes. Hein. Tu peux juste dire, au fait, voilà, nous, dans l'ombre, on contrôle toutes les timelines des univers. Basta. On a besoin de t'envoyer là-dessus parce que là, Wolverine, il est en train de déconner, je dis n'importe quoi. Ou ça se trouve, ça sera très con, et ça sera très drôle de regarder. C'est un univers où en fait, c'est la Fox qui a racheté Disney. Il faut absolument faire quelque chose. Tu vois, parce que faut rappeler qu'il y a un énorme logo 20th Century Fox qui est cassé à un moment dans le trailer et on l'a vu sur les photos de tournage, et donc il va se battre à côté de ce logo 20th Century Fox qui est brisé en 1000 morceaux, ce que je trouve très drôle, mais il faut le justifier, tu vois. Donc comment ils vont justifier ça? Est-ce que c'est justement un univers où tu vois, il s'est passé l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui en fait dans notre réalité. Et en fait ils peuvent partir sur plein de trucs, et quand t'es scénariste, un film comme ça, je pense que c'est du pain béni, mais c'est trop risqué, c'est très risqué, c'est pas trop mais c'est très risqué parce qu'il faut se cadrer. Et tu vois, j'espère qu'ils sont cadrés. Tu vois, typiquement j'ai trouvé Deadpool 2 moins fort que Deadpool 1. Pareil. Et Deadpool 2 c'était déjà ça, c'était on ramène les X-Men, machin, tu vois, et j'ai un peu peur que ça soit Deadpool 2 mais au carré quoi. Oui, alors je pense pas parce qu'il ramène Wolverine, il y a tout ça. Et puis, rappelons quand même le titre, c'est Deadpool et Wolverine. C'est vrai. Donc il y a quand même un truc de duo, de buddy movie, ça va être cool, ça va être un truc qui était un peu le cas dans le 2 avec Cable, mais Josh Brolin n'a pas l'aura de Wolverine et de Hugh Jackman. Donc je sais pas, là-dessus ça me... Je suis curieux, encore une fois, à chaque fois je suis curieux, hein, mais celui-là particulièrement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et puis même juste en tant que spectateur, je me mets juste à la place d'un spectateur lambda, je mate cette bande-annonce, je me dis ça a l'air rigolo, franchement ça a l'air cool. Juste le délire de me dire c'est du Deadpool, j'ai même pas envie de me prendre la tête à me dire regarde, peut-être que oh là là, Marvel va sombrer tout. En fait, c'est pas que j'en ai rien à faire, parce que c'est très intéressant, même économiquement c'est intéressant de s'intéresser à ça. C'est intéressant pour nous en tant que podcast, mais très honnêtement, on préférerait juste avoir un bon film. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, quand on a vu Donjons et Dragons, on s'est pas dit oh là là, Donjons et Dragons, il faut absolument que ça respecte tel truc du lore, parce que non, le film est bon, et puis basta, c'est tout quoi. Donc ouais, moi c'est mon truc sur Deadpool. On en reparlera, je pense, beaucoup dans l'émission d'ici juillet, parce qu'il y aura du marketing, et tu l'as dit encore une fois, Ryan Reynolds est un peu le roi du marketing décalé. Il adore ça, et pour Deadpool il va se faire un plaisir. Il a déjà commencé là avec des taglines bien senties. Il a même fait ça pendant tout le tournage avec Hugh Jackman et tout. Donc non. Moi honnêtement, moi ce trailer il me rassure de fou. J'ai très très envie d'y croire. J'ai très envie de voir ce film. Ça fait partie évidemment de mes attentes numéro 1 de l'année. Et honnêtement, moi j'ai fait un petit sondage là sur la chaîne YouTube et sur Twitch là tout à l'heure. Vous êtes 70% à avoir envie de le voir en salle. Sur YouTube, vous étiez 18% à dire que vous n'étiez pas sûr et 13% à dire que vous n'aviez pas envie de le voir. On est à 75% côté Twitch, donc 75% d'envie de le voir. Donc bon, vraisemblablement le trailer a plutôt marqué des points.
donc c'est plutôt logique d'avoir tout ça. On ne sera pas évidemment, comme tu le dis, sans en reparler tout au long de l'année. Il y a eu un certain nombre d'échos de tournage, mais aussi des photos de tournage, des rumeurs, etc. Donc n'hésitez pas à rester à l'écoute sur tous nos canaux habituels, YouTube, Dailymotion, podcast, etc. On est partout. Voilà qui clôture notre sujet de la semaine. On va passer au radar des sorties. J'allais passer au reco, tu vois. Mais non, j'ai un peu de travail d'abord. Ah oui, t'as tout à fait. Je me retrousse les manches, puisque le radar des sorties cette semaine est assez important, notamment avec un film adapté des licences Marvel, mais cette fois chez Sony. C'est Madame Web qui sort le 14 février pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous irez voir un film de super-héroïne incarné par Dakota Johnson? Je ne sais pas. On verra. Le pitch, c'est Cassandra Webb, qui est une ambulancière de Manhattan, qui serait capable de voir dans le futur. Elle est forcée de faire face à des révélations sur son passé et elle noue une relation avec 3 jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun, si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. Dedans, il y a Sydney Sweeney qui est en ce moment vraiment en pente ascendante, donc peut-être que ça intéressera. J'ai l'impression quand même que le film passe un petit peu entre les gouttes et entre les bulles de filtrage ces derniers temps, donc peut-être qu'on en parlera dans ton point box-office. Et il fait quand même partie du Sony Cinematic Universe avec Morbius, avec Venom, avec Kraven bientôt, qui sont des films de merde tous, donc c'est très compliqué de faire un film Spider-Man sans Spider-Man. Clairement, c'est les méchants de Spider-Man sans Spider-Man. Et tu vois quand Dakota Johnson, on lui pose la question, elle est très mal à l'aise de répondre à cette question. Je sais pas, je peux pas le dire. Pourquoi elle va là-dedans? Ça pourrait être une super actrice. Je sais pas pourquoi elle va dans ces trucs-là. Elle a besoin d'argent. Oui, on lui a peut-être vendu du rêve aussi sur un projet pareil. En streaming cette semaine, donc ça c'était les sorties en salle bien sûr. En streaming, je vous propose Atlanta saison 4. Alors Atlanta saison 4, j'en avais déjà parlé à l'époque où c'était sur OCS, mais en fait depuis la diffusion sur OCS, on ne l'avait plus en France cette saison 4, et elle arrive le 14 février sur Disney+. C'est la saison finale de la série de Donald Glover, jusqu'ici indisponible en France, depuis la fin des droits de diffusion sur OCS, donc profitez-en pour la voir si vous ne l'aviez pas encore vue. The New Look sur OCS, qui est une série qui sort le 14 février, qui s'intéresse notamment à l'icône de la mode Christian Dior et ses contemporains, Coco Chanel, Pierre Balmain et Balenciaga, et comment ils ont traversé la Seconde Guerre mondiale et lancé la mode moderne. Voilà, donc c'est sur OCS que ça sort. Si vous voulez vous marrer, vous avez LOL qui ressort saison 4, qui arrive le 16 février sur Prime Video, avec un casting toujours un peu sympa quand même, hein. Jérôme Commander, Marina Foïs, Franck Gastambide, Audrey Lamy, Jean-Pascal Zadi, Alison Wheeler, Anaïd Rosam, Redouane Bougueraba, Alban Ivanov, McFly et Carlito. Ça fait quand même du monde pour se poiler. Et sur Canal+, vous avez la sortie en SVOD de Barbie, le 16 février, si vous ne l'aviez pas encore vu, le phénomène de 2023. En jeu vidéo, rapidement, le 13 février, Banishers Ghosts of New Eden, qui sort demain, en fait, à l'heure où on diffuse ce podcast. Ça sort sur PC, PS5, Xbox Series, c'est un action RPG, où on incarne des chasseurs d'esprits dans un 17e siècle fantastique. Ensuite, on a le remaster de Tomb Raider 1, 2 et 3, qui sort le 14 février sur PC, PS4, PS5, Xbox et sur Switch. Skull and Bones, qui est un jeu de piraterie multijoueur d'Ubisoft qui sort enfin le 16 février. Et pour terminer, Mario vs Donkey Kong, qui sort le 16 février sur Nintendo Switch. C'est un remake du jeu de plateforme à énigmes sorti sur Game Boy Advance en 2004, il y a tout pile 20 ans. Wow. Voilà pour le radar des sorties. Passons aux recommandations, Adrien. Tu nous avais fait un petit suspense la semaine dernière. Je t'avais lancé sur Masters of the Year et tu m'as dit non, je le garde pour la semaine prochaine. Exactement. Et ben écoute, tu vas nous parler désormais de Masters of the Year. Est-ce que c'est une reco ? C'est une reco. Alors la série est encore en diffusion, donc je ne peux pas juger de la saison entière. Il y a 9 épisodes, pour l'instant il y en a 4 qui ont été diffusés sur Apple TV+. Une série donc en fait qui est la suite spirituelle de Band of Brothers et de The Pacific, séries qui ont été chapeautées, imaginées, mais pas forcément réalisées par Tom Hanks et Steven Spielberg. Donc ça remonte maintenant parce que Band of Brothers, pour moi c'est 2001 je crois. C'était après le succès de Il faut sauver un soldat Ryan, ils se sont dit on ferait bien... je
justement une petite série sur la Seconde Guerre mondiale pour ouais. HBO. Band of Brothers, évidemment, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est génial. C'est encore aujourd'hui, ça se revoit extrêmement bien. C'est super, ça n'a pas vieilli. The Pacific était un peu moins bon, mais qui est quand même très intéressant parce que justement, ça s'intéresse à une partie de la guerre qu'on connaît pas forcément dans les îles du Pacifique. Et Masters of the Air prend le parti de s'intéresser aux pilotes d'avion qui ont justement survolé l'Allemagne nazie, qui sont allés jusqu'en Afrique, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent, ne serait-ce qu'un film, et encore moins une série, sur ces pilotes qui ont sauvé en fait vraiment notre pays et qui se sont sacrifiés pour la plupart pour les États-Unis et pour la France. Est-ce que c'est une bonne série ? Pour l'instant, c'est pas mal. C'est porté par un super casting avec Austin Butler en tête d'affiche. Austin Butler qui donc lui a joué Elvis et est prochainement à l'affiche de Dune 2 aux côtés de Timothée Chalamet. Il y a Barry Keoghan qui lui a joué très récemment dans Saltburn. Exactement, qu'on a vu aussi dans le Batman de Matt Reeves très rapidement, qu'on a vu dans les Banshees d'Inisherin, etc. Donc il y a du gros casting. Les effets spéciaux sont à tomber. Vraiment, c'est assez dingue la qualité d'images qu'on a à chaque fois. Évidemment, en fait, c'est pendant les vols des pilotes où ils se font attaquer, où eux-mêmes attaquent, où d'un coup, il y a des vitres qui se brisent et le froid rentre dans l'avion et donc ils ont des engelures, les morceaux de carlingue qui s'effondrent, les explosions, etc. La mer, enfin vraiment, c'est magnifique. Là-dessus, en plus, c'est en plein jour, les 3 quarts du temps. C'est super beau, les costumes sont superbes et tout. C'est une série extrêmement léchée qui a coûté je sais plus combien, mais apparemment il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus. Les effets spéciaux auraient coûté plus cher que ceux d'Avatar. C'est pas un truc où ça se touche un peu, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que l'argent se voit à l'écran, mais il est très bien utilisé et c'est parfait. Est-ce que, voilà, je repose la question, est-ce que c'est une bonne série ? Pour l'instant, c'est en régime tranquille en fait. Je pense que c'est très fidèle historiquement, ça ils le disent en interview, le créateur qui s'appelle John Orloff le dit, on a respecté voilà, vraiment l'histoire de ces hommes, et ça c'est vraiment, si vous le voyez, c'est que ça s'est vraiment passé. Bon, il y a un petit peu de romance évidemment pour lier les scènes d'importance, quoi, mais tu sens que c'est vrai. Mais est-ce que c'est peut-être pas trop le cas ? Est-ce que ça valait le coup d'en faire une série, ou une série aussi longue en 9 épisodes ? Est-ce qu'une mini-série en 3-4 épisodes aurait pas été peut-être plus justifiée, justement pour resserrer un peu l'action, justement qu'on soit un peu plus dedans et que voilà. Parce qu'en fait, la série pour l'instant se résume à, et c'est ce qui s'est passé hein, évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les types sont en Angleterre, ils vont quasiment à l'échafaud à chaque fois en fait. Ils attendent voilà, qu'on les appelle peut-être en pleine nuit, qu'on leur dise bah, demain vous allez survoler l'Allemagne nazie, vous allez jusqu'en Afrique en un coup. Et là tu fais ah, ok, et bah, peut-être que sur les 10 avions qui partent, il y en a que 8 qui vont atterrir quoi. Et à chaque fois c'est ça, c'est la peur, c'est pas la peur au ventre, mais ils savent que c'est peut-être leur dernier repas, etc. Donc ça se présente toujours comme ça, ils attendent, ensuite ils partent en mission, la mission est super, elle est intéressante à regarder, c'est beau, il y a de l'action et tout, et puis après c'est fini. Et entre deux, en fait les personnages, je les trouve pas si intéressants que ça. T'as la tête brûlée, alcoolique, que t'avais déjà dans Band of Brothers, l'alcoolisme notamment. T'as le héros un peu BG, un peu tout ça, qui est joué par Austin Butler. Et j'ai du mal en fait avec Austin Butler pour une seule raison, c'est sa voix. Parce qu'en fait, il a la voix d'Elvis, et il le dit aussi en interview, c'est qu'il est sorti d'Elvis genre 1 mois avant de tourner dans Masters of the Air. Et ça s'entend, parce qu'il fait OK, let's go to Africa. C'est avec sa voix d'Elvis. Et là, tu fais ah non, bah non, en fait, là, je ne vois pas un personnage normal. En fait. T'as une voix beaucoup trop grave et trop poseur, en fait, pour ce que tu fais, quoi. Comme c'est bizarre. Et donc, ça me sort tout le temps. J'ai vraiment du mal. Et donc, j'aurais du mal à la recommander. Je dirais pas du tout qu'il faut la regarder absolument, comme j'ai pu te dire, hein, par exemple, de regarder Mr. and Mrs. Smith, là, c'est un go-to absolu, que t'as regardé d'ailleurs. J'ai regardé, et je valide complètement ce que t'as dit la semaine dernière. J'ai adoré, j'ai maté ça en 2 jours. Voilà, et donc Masters of the Air, je vais faire court, mais non, je la recommande pas pour l'instant. J'attends de terminer la saison, et je redirai peut-être un mot dessus d'ici quelques émissions, donc c'est dans 1 mois je pense. Et donc voilà, ça marche pour ma reco moyenne quoi.
Merci pour cette reco moyenne. De rien. Moi aussi, j'ai une reco moyenne. C'est Percy Jackson et les Olympiens. C'est la série de Noël de Disney+, qui est sortie le 20 décembre dernier. C'est une nouvelle adaptation de Percy Jackson et le voleur de foudre, qui est une saga en fait de young adult fantasy qui est sortie il y a je sais plus quand. J'ai oublié quand c'était, mais ça commence à dater déjà parce qu'il y avait déjà une première adaptation en fait en film avec Logan Lerman qui a été plutôt pas trop réussi. Je m'en souviens pas des masses très honnêtement, mais je me souviens que j'avais pas trop aimé. C'est une nouvelle adaptation qui pour le coup est créée par Rick Riordan, l'auteur de la saga et d'un showrunner on va dire en tant que tel. Donc l'objectif c'est de refaire un petit peu justice en termes d'adaptation au premier roman. La première saison adapte le premier bouquin. Alors le pitch c'est assez simple en fait, c'est un adolescent qui se découvre des pouvoirs un petit peu étranges liés à l'eau notamment, et on lui dit qu'en fait il est demi-dieu et que son père c'est Poséidon et qu'il va devoir se rendre au camp des sans-mêlés, en fait des demi-dieux, pour apprendre un petit peu tout ça et la réalité de ce monde parallèle, un petit peu comme le monde des Moldus et le monde des sorciers dans Harry Potter, la réalité du monde parallèle où la mythologie grecque existe dans le vrai monde mais est cachée depuis des années. Donc bon, c'est sympathique. Je trouve effectivement que l'adaptation en série donne un petit peu plus justice, en tout cas donne un petit peu plus envie de relire le bouquin que le film. Après, bon, on a maté ça en 2 jours avec ma compagne et c'était très bien. Après... c'est pas... on n'en a pas non plus levé les bras en l'air, quoi. Hein. Okay. Alors j'ai appris il y a quelques jours que la saison 2 avait été commandée par Disney. La nouvelle incarnation d'ailleurs, par Walker Scobell, qu'on avait vu dans The Adam Project avec Ryan Reynolds en 2022. Ah, c'est lui ? Ouais. Ah oui. Okay. Qui est un gamin qui a 14 ans en fait, au moment où ils ont tourné la série. Va très bien, je trouve, à ce Percy Jackson. Percy Jackson, c'est vraiment un groupe en fait, un peu comme Harry Potter. C'est un trio quoi. Et donc c'est un trio qui fonctionne plutôt pas trop mal avec Grover et Annabeth, je crois qu'elle s'appelle. Un petit regret, c'est qu'on voit quand même très peu l'univers de l'Olympe dans cette saison 1 et qu'on voit très peu du coup les dieux dans ceux-là, alors que honnêtement quand on a comment il s'appelle j'ai oublié son nom, le mec de Black Sails. Ok. Ian McShane. Alors non, mais attends, je vais le trouver. Et quand on a cet acteur-là, très honnêtement, c'est dommage de pas en profiter. Qui joue Poséidon. Je vais trouver ça tout de suite. Mais je t'en prie. Ok, donc tu conseilles pas Percy Jackson en série. J'étais pas chaud, hein, mais... Je conseille pas trop. Ouais. Non. Ok. Toby Stevens, quand on a Toby Stevens en Poséidon, c'est dommage de le faire jouer dans un épisode et demi, quoi. Ok. Alors que pour le coup, Black Sails, je l'avais beaucoup aimé dedans. C'est le personnage principal. Toby Stevens, nous dit David, j'avais pas vu. Donc voilà. Disons qu'on a l'impression que le Percy Jackson de la série a lu le livre, c'est un peu ça. Mais en fait, tu vois, et j'ai trouvé que bon, le rebondissement à la fin de la série, de la saison, est un peu... tu t'en tapes un peu, de toute façon, le résultat est le même. Donc après, c'est peut-être que c'est le livre qui est moins bien écrit que ce dont je me souvenais, tu vois. Ça se regarde, mais on a des choix un peu discutables, nous dit Arnaud. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que moi, je me souvenais pas trop du bouquin, et honnêtement, bon, la série, elle passe bien. Bon, la saison 2 je la regarderai, mais c'est pas non plus très haut dans mes attentes et tout ça. Voilà. Voilà pour Percy Jackson. Je pense que je vais zapper moi. Une demi-reco, et honnêtement si tu zappes, c'est honnêtement pas très grave. Ok, ça marche. Voilà. Merci pour les recos de cette semaine qui sont de demi-recos.
Un peu comme de 2000. Recommets pas trop. Recommets pas trop. Comme dirait Anthony dans le chat. Tout ça pour ça. Voilà pour cet épisode 34 de Pop News. J'espère que ça vous a plu évidemment dans le chat sur Twitch et sur YouTube, puisque nous sommes live sur YouTube également. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Dans un épisode 35 où il y aura beaucoup évidemment de choses à dire, je n'en doute pas. Entre-temps, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements sur toutes les plateformes où vous nous voyez, c'est hyper important évidemment pour les algos, hein, bien sûr, les petites étoiles sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez, on est dans vos oreilles tous les lundis à 20h30 sur Twitch et sur YouTube en direct, mais aussi en podcast, sous forme de podcast tous les mercredis. Et puis sur YouTube et Dailymotion pour des formats un petit peu originaux et aussi des petites verticales sur Dailymotion, YouTube et sur TikTok où vous pouvez écouter la très belle voix d'Adrien nous parler d'anecdotes hyper intéressantes. Moi j'apprends tous les jours des nouvelles choses sur cette plateforme, donc allons-y. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.